Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau dossier consacré cette semaine à la cohérence cardiaque. Et j'ai envie tout d'abord de vous dire bravo. Bravo pour votre curiosité et puis bravo de vous consacrer cet espace de temps afin de peut-être trouver des clés pour prendre soin de vous. Je suis Juliette Hazard, médecin addictologue, nutritionniste, praticienne en méditation de pleine conscience et coach en cohérence cardiaque. J'accompagne au quotidien avec la méditation de pleine conscience et également la cohérence cardiaque des personnes qui souhaitent potentialiser leur capital santé, des personnes vivant avec des pathologies chroniques, des professionnels de la santé, des managers, mais aussi des athlètes de haut niveau. Alors, sachez tout d'abord que ce dossier ne constitue ni une consultation, ni un avis médical. J'espère aujourd'hui éveiller votre curiosité à propos de la cohérence cardiaque. Alors, ce dossier s'intitule « Apprivoiser votre stress grâce à la cohérence cardiaque ». Et finalement, vous conviendrez que dans la vie courante, on emploie souvent le mot stress avec une connotation péjorative. On pense toujours aux effets délétères du stress. Alors oui, le stress prolongé, le stress chronique, il est reconnu pour être à l'origine de nombreuses souffrances physiques mais aussi psychiques. Pourtant, savez-vous que nous avons besoin d'une certaine quantité de stress pour optimiser nos performances? Eh oui, c'est une question d'équilibre. En dehors du stress prolongé, du stress chronique qui est délétère, eh bien la situation de stress aigu, c'est une réaction physiologique tout à fait normale d'adaptation à notre environnement. Alors c'est quoi le stress? Eh bien c'est un processus d'adaptation de notre organisme, donc une réaction physiologique qui va se produire chaque fois qu'il y a un écart entre l'exigence de la situation et notre capacité à y faire face. Cet écart étant réel ou fictif, c'est l'écart que nous ressentons ou que nous constatons. Le stress, ça n'est donc ni une réaction négative ni une fatalité. Je pense d'ailleurs qu'il vous arrive dans la vie courante de percevoir que vous avez besoin d'une certaine quantité de stress pour être créatif, performant, pour maintenir votre motivation. En effet, quand nous sommes en dessous de notre niveau optimal de stress, eh bien c'est l'ennui, l'inactivité et la fatigue qui peuvent survenir. Au-dessus, la pression, l'anxiété, l'épuisement nous guettent. Au cours des siècles, notre réaction d'adaptation aux situations de stress, elle est toujours la même. Et oui, alors que nos stresseurs ont changé. Chez nos ancêtres, à la préhistoire, les stresseurs étaient les prédateurs. Donc, il fallait combattre ou fuir selon le prédateur. Les stresseurs demandaient plutôt une réaction musculaire de fuite ou d'éloignement du danger par le combat. Alors, nos situations de stress aujourd'hui sont bien différentes. Avant, il s'agissait des prédateurs, de la lutte pour manger, de la survie en milieu hostile. Aujourd'hui, les stresseurs peuvent être les conditions de travail, de santé, un déséquilibre entre notre vie personnelle et professionnelle, des problèmes familiaux ou encore financiers. Vous en conviendrez avec moi, ces stresseurs modernes nécessitent bien souvent des mobilisations énergétiques pour le cerveau et non musculaires pour être affrontés. Et bien pourtant, la réponse, la réaction d'adaptation, vous allez le voir, elle est toujours la même. Elle est toujours musculaire, ce qui implique que c'est parfois un peu désadapté. On a donc un décalage entre les stresseurs qui ont changé et notre adaptation qui est toujours la même. En plus, l'homme est capable de se mettre en état de stress quand son environnement extérieur est pourtant tout à fait sécurisé. Comment?
Eh bien, simplement par la force des pensées, des émotions. Il suffit de se rappeler un moment de votre vie ayant occasionné des souffrances ou de vous projeter dans un scénario noir, catastrophique, pour déclencher les mêmes effets physiologiques de réaction au stress. Alors comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, le lien cœur, cerveau, émotion est maintenant bien établi depuis le début des années 90. Oui, la biologie domine notre cerveau, mais il n'en demeure pas moins que le cœur, c'est un organe autorhythmé et que les battements du cœur sont liés au fonctionnement du cœur par lui-même et que nos émotions et nos stress vont influencer notre fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute. Il est assez intuitif de comprendre que notre cerveau a une influence sur notre cœur. On a tous déjà ressenti les effets physiologiques du stress envahir notre corps. Le cœur qui s'accélère. En effet, une émotion, qu'elle soit agréable comme la joie ou désagréable comme la colère, influe sur notre fréquence cardiaque. Notre cœur s'emballe, la fréquence cardiaque augmente. Ce que l'on appréhende moins, c'est que l'effet inverse existe aussi. Et oui, notre cœur envoie également des signaux à notre cerveau et l'influence. Oui, notre cœur possède sa propre intelligence. Notre cœur possède un petit cerveau qui est constitué d'environ 40 000 neurones, les cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses qui produisent des molécules, des messagers que l'on appelle les neuropeptides. Et ces neuropeptides permettent de communiquer avec le cerveau, en particulier grâce au système nerveux autonome. La communication cœur-cerveau est à la base de notre équilibre. Et tenez-vous bien, le cœur envoie plus de messages au cerveau que le cerveau au cœur. Et cela à travers des milliers de voies de communication, des fibres nerveuses entre cœur et cerveau qui appartiennent au système nerveux autonome. C'est quoi le système nerveux autonome ? C'est un système d'adaptation, un système d'autorégulation qui veille à la régulation du stress. Il est composé principalement de deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. En situation de stress, c'est la composante sympathique qui va prendre le dessus. On peut prendre l'image de la pédale d'accélérateur, symbolisant le mode fuite-combat. Alors que va-t-il se passer dans notre corps ? Eh bien la pupille va se dilater. Pourquoi ? C'est pour mieux voir le prédateur. Rappelez-vous, la réaction d'adaptation, elle n'a pas changé depuis nos plus lointains ancêtres. Les vaisseaux des muscles se dilatent afin de faciliter l'apport de l'oxygène et du glucose et donc de mobiliser les muscles pour fuir ou lutter contre le prédateur. Les bronches se dilatent pour apporter plus d'oxygène. La fréquence cardiaque augmente afin d'augmenter l'apport d'oxygène aux muscles. Donc, vous comprenez que tout est centré sur le muscle, puisque le but, c'est de combattre ou de fuir. En situation de stress aigu, comme à la préhistoire, ce sont toujours les mêmes réactions qui se mettent en place suite à l'activation du système sympathique. Ce qui n'est pas forcément adapté. Vous conviendrez que lorsqu'on reçoit son avis d'imposition, notre pupille se dilate, notre fréquence cardiaque augmente, mais rien ne sert de fuir devant son avis d'imposition. En situation de stress, les fonctions du système digestif sont inhibées. Vous savez maintenant pourquoi ? Car le but, c'est de mobiliser toute son énergie en direction des muscles, les muscles squelettiques.
Ce transfert d'énergie en direction des muscles se fait donc aux dépens de systèmes qui ne sont pas indispensables à la fuite, au combat, comme la digestion, la reproduction, la réflexion. Ces fonctions, elles sont donc ralenties ou stoppées durant cette période. Après cette situation de stress, c'est la composante parasympathique qui est activée, que l'on peut associer à la pédale de frein. La composante parasympathique, elle permet de restaurer l'énergie entre ces périodes où l'on doit dépenser de l'énergie. La fréquence cardiaque va baisser. Cela est associé à une sensation de relaxation, de calme. Cela va nous permettre de dormir, de digérer et de reconstituer notre stock d'énergie. Les vaisseaux des muscles squelettiques, cette fois, vont se contracter. On assiste à une bronchoconstriction, c'est-à-dire que le calibre des bronches va diminuer. Il est temps de restaurer l'énergie et les fonctions digestives sont donc cette fois activées. Quand tout fonctionne bien, quand ces deux branches sont à l'équilibre, cela permet de favoriser une bonne santé. Quand le stress aigu va devenir chronique, c'est là qu'il est délétère et que l'on va avoir un déséquilibre entre les composantes sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome. Le mode fuite-combat est activé en permanence. C'est le stress chronique prolongé, souvent lié aux stresseurs de notre société moderne, qui est à l'origine d'un grand nombre de maladies. Maladies cardiovasculaires, troubles psychiques, burn-out, voire suicide. Au cours de notre vie, 90% d'entre nous seront concernés par ce stress chronique. Et pour la simple année 2021, plus d'un Français sur deux dit avoir ressenti du stress. Environ 200 000 nouvelles maladies déclarées en France chaque année sont causées directement par le stress. Le stress au travail en particulier a un impact direct sur la santé. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail, liées par exemple à une surcharge de travail, un manque de moyens ou encore un manque d'autonomie. Le stress au travail fait d'ailleurs partie des risques identifiés, des risques psychosociaux. Quelques chiffres, en France, le stress au travail touche un salarié sur 4 et environ 50 à 60% des journées de travail seraient perdues à cause du stress. Le stress a un coût également, un coût social qui est estimé à environ 2 milliards d'euros en France selon l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. Alors ce chiffre, il comprend les coûts directement ou indirectement imputés au stress, comme les dépenses de soins, celles liées à l'absentéisme en entreprise, aux cessations d'activité. Le stress, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire reconnu, c'est-à-dire qu'il augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Ce sont ces maladies qui atteignent les vaisseaux sanguins des muscles cardiaques et ceux qui alimentent le cerveau. D'ailleurs, en 2014, la Fédération française de cardiologie a émis 10 recommandations pour prévenir les accidents cardiovasculaires par la gestion du stress. C'est une méthode de cohérence cardiaque qui arrive en première recommandation. En effet, la cohérence cardiaque, elle cible essentiellement le stress. C'est l'indication prioritaire de la cohérence cardiaque. Et c'est la seule pratique qui agit directement sur le système qui est déséquilibré. Vous connaissez maintenant le nom de ce système. Il s'agit du système nerveux autonome.
Alors, mais c'est quoi la cohérence cardiaque? Bien, il faut essayer de faire la différence entre fréquence cardiaque et variabilité de la fréquence cardiaque pour bien comprendre. La fréquence cardiaque, vous le savez, c'est le nombre de battements du cœur par minute. Eh bien, quand on est en bonne santé, l'intervalle de temps entre chaque battement varie, change. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. À l'aide d'un capteur de fréquence cardiaque, et d'un logiciel d'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, on observe la variation de la fréquence cardiaque en fonction du temps. Et grâce à cela, eh bien, en fait, nous pouvons observer le fonctionnement du système nerveux autonome. Et oui, nous pouvons observer que les branches sympathiques et les branches parasympathiques, finalement, elles s'activent et elles se désactivent en permanence. Cette courbe, c'est le reflet de notre état émotionnel. Un pic de la courbe vers le haut correspond à une activation du système sympathique et un pic vers le bas à une activation du système parasympathique. Alors, qu'est-ce que cela donne au niveau de la fréquence cardiaque? Vous pouvez observer ici un tachogramme. Un tachogramme, c'est la variation de la fréquence cardiaque que vous voyez en ordonnée en fonction, en abscisse, du temps. À votre avis, quelle courbe représente l'état normal du cœur? Le tracé du haut ou le tracé du bas? Si on observe ces deux courbes, a priori, si on est néophyte, on pencherait pour dire que l'état normal de la variabilité de la fréquence cardiaque, ça serait peut-être plutôt la courbe du haut. Eh bien, ça n'est pas le cas, puisque l'état normal du cœur, c'est la situation de chaos cardiaque, et donc la situation du tracé d'en bas. Et oui, notre cœur n'est pas régulier, il accélère et ralentit en permanence. Et c'est tout à fait normal, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Ces changements, ils surviennent entre 15 et 20 fois par minute. C'est tout à fait normal puisque nous vivons dans un environnement avec une situation qui varie d'un instant à l'autre. Le bruit du téléphone qui va nous faire sursauter. Une fois, c'est la composante sympathique qui prend le dessus et une autre fois, c'est la composante parasympathique qui va prendre le dessus. L'état dit de chaos cardiaque, c'est donc notre état normal d'adaptation. En situation normale d'adaptation à notre environnement, cette courbe elle est donc chaotique, irrégulière et elle fluctue en permanence. À l'état de cohérence, nos systèmes sympathiques et parasympathiques sont à l'équilibre. Dans cet état, notre courbe de variabilité cardiaque, elle n'est plus chaotique, mais parfaitement régulière. Et donc, avec une fluctuation périodique de la variabilité de la fréquence cardiaque. Eh bien, c'est cela la définition de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la variabilité de la fréquence cardiaque. On constate donc que la fréquence cardiaque fluctue de façon périodique, mais en plus, vous pouvez constater que l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur de la variabilité, augmente. C'est très important parce que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un marqueur de santé. Et oui, les personnes en bonne santé ont une amplitude d'oscillation plus importante. Ils ont un cœur plus irrégulier que les personnes en mauvaise santé. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle est donc corrélée à l'espérance de vie. Plus elle est importante, plus l'état de santé global est bon. Plus l'amplitude de la courbe est importante, c'est-à-dire plus l'écart entre les pics du haut et les pics du bas est élevé, et plus nous sommes en bonne santé physique, mais aussi mentale. Et également, plus nous sommes capables de nous adapter efficacement à notre environnement. Alors, quels sont les principaux facteurs de réduction de cette amplitude de la variabilité cardiaque? Eh bien, l'âge et le stress sont les principaux réducteurs de l'amplitude de la variabilité cardiaque.
Alors comment augmenter cette amplitude? Eh bien, par la pratique de la cohérence cardiaque qui augmente l'amplitude de la variabilité cardiaque. C'est ce que l'on constate sur le tracé du haut. Vous voyez que lorsque la personne est en état de cohérence cardiaque, eh bien l'amplitude des oscillations augmente. Alors, on me demande souvent, est-ce que l'état de cohérence cardiaque, c'est mieux? On ne peut pas être en état de cohérence cardiaque en continu, puisque on se doit de s'adapter à toutes les situations de l'environnement qui fluctuent. Donc c'est tout à fait normal que notre cœur soit en état de chaos. On ne peut pas rester en cohérence cardiaque tout le temps. La cohérence cardiaque, c'est un état qu'on induit, mais ça n'est pas possible d'être en état de cohérence cardiaque au long cours. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas s'adapter aux situations qui surviennent. Alors, vous vous demandez peut-être, sans doute, comment peut-on induire l'état de cohérence cardiaque? Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est un état que l'on va induire par la volonté et par différentes techniques. En particulier par les techniques de respiration, mais pas que. La cohérence cardiaque, elle est souvent définie, souvent restreinte à une respiration synchronisée. Respirer tant de secondes à l'inspiration et tant de secondes à l'expiration. Et pourtant, j'espère vous démontrer qu'elle va beaucoup plus loin que ça. Vous en aurez un aperçu également dans la pratique qui suit cette vidéo en bonus. Alors les différents types d'induction de la cohérence cardiaque sont l'induction respiratoire simple, respiratoire en résonance, émotionnelle, cognitive, externe ou apprise. L'induction respiratoire simple, c'est quoi? C'est tout simplement quand on respire volontairement, de façon régulière et ample, au repos et en dehors de toute situation de menace. Cela induit en général un état de cohérence cardiaque. L'induction respiratoire en résonance correspond à une respiration qui est consciente, volontaire, à une fréquence proche de 0,10 Hz, c'est-à-dire environ de 6 par minute. 6 cycles respiratoires par minute, en sachant qu'un cycle respiratoire est composé d'une inspiration et d'une expiration. 0,1 Hz, c'est donc la fréquence de résonance, celle qui donne les meilleurs résultats sur l'amplitude de la variabilité cardiaque, soit une amplitude maximale. 6 cycles respiratoires par minute induit dans la grande majorité des cas un état de cohérence cardiaque. Mais parfois, il est nécessaire au préalable de commencer par d'autres exercices respiratoires pour rééduquer sa colonne d'air. En fonction de l'effet que l'on va rechercher sur le système nerveux autonome, eh bien, on peut moduler la durée relative de l'inspiration et de l'expiration. Par exemple, 4 secondes à l'inspiration et 6 secondes à l'expiration, ou encore 6 secondes à l'inspiration et 4 secondes à l'expiration. Toujours en maintenant environ 10 secondes pour le cycle respiratoire afin de rester à la fréquence de résonance. Alors, il est recommandé de pratiquer plusieurs fois par jour, au moins 3 fois par jour pendant quelques minutes. Par exemple, au réveil, à midi avant le déjeuner et puis en fin d'après-midi. Je vous l'ai dit, la cohérence cardiaque ne se restreint pas, à mon sens, à une respiration synchronisée. L'induction émotionnelle est également possible. L'aspect émotionnel est d'ailleurs très important. Et on a différentes études qui ont mis en évidence que les émotions désagréables comme la colère, la tristesse entraînent une baisse de la variabilité cardiaque. A l'inverse, les émotions agréables comme la joie, la gratitude et surtout l'amour favorisent un état de cohérence cardiaque. Vous aurez un aperçu de cette induction émotionnelle dans le bonus. L'induction cognitive, c'est l'induction par les pensées. À l'instar des émotions, les pensées agréables, empreintes d'empathie, de bienveillance, peuvent conduire à un état de
cohérence cardiaque. L'induction externe, c'est quoi? Eh bien, la contemplation d'un paysage, l'écoute d'une musique peut conduire à un état de cohérence cardiaque. L'induction, elle peut aussi être apprise, c'est-à-dire qu'après une pratique régulière, eh bien, on peut induire souvent un état de cohérence cardiaque avec une ou deux respirations en y mettant l'intention. Toutes ces techniques vont entraîner une synchronisation cœur-cerveau qui est à l'origine de nombreux bienfaits. Alors, quels bénéfices peut-on attendre de la cohérence cardiaque? Tout d'abord, je tiens à vous dire que les effets sont reconnus sur le plan scientifique, validés par des études scientifiques, médicales. Des centaines d'ailleurs d'études sont publiées à ce jour qui valident la pratique de la cohérence cardiaque comme étant l'une des meilleures techniques pour la gestion du stress. Et je vous rappelle que c'est la première recommandation de la Fédération française de cardiologie pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors en termes d'effets, on va constater tout d'abord des bénéfices, des effets immédiats. C'est-à-dire que vous allez pouvoir observer dès les premières séances, dès les premières minutes de la séance et des effets qui perdurent un petit peu après la séance. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, la courbe va devenir périodique. Ça, vous l'avez vu, c'est la définition de la cohérence cardiaque. On va assister aussi à une réduction de la fréquence cardiaque, une réduction de la pression artérielle, si ces paramètres étaient auparavant élevés chez vous. Si vous avez tendance à être hypotendu, c'est-à-dire avec une pression artérielle basse, ou bradycarde, c'est-à-dire avec une fréquence cardiaque qui est basse, rassurez-vous, cela ne va pas faire baisser votre pression artérielle ou encore votre fréquence cardiaque davantage. Sur le plan psychologique, souvent rapidement, dès les premières séances, on ressent un recentrage, une certaine neutralité émotionnelle. Je vais vous le dire souvent, il est recommandé de pratiquer la cohérence cardiaque tous les jours pour avoir des effets au long cours. Mais déjà, la pratiquer dans certaines situations ou d'anticipation de situations, cela peut être intéressant. Par exemple, avant un examen, avant une réunion de travail qui potentiellement peut être source de stress. Pratiquez la cohérence cardiaque, même pendant 1 minute. Cela permet d'avoir une clarté mentale, de se recentrer, de prendre du recul par rapport à la situation et de pouvoir ensuite, lorsque la situation se produit, réagir en cohérence avec notre être profond. Et du coup que les émotions ne prennent pas le dessus. Plus l'émotion est forte, plus le rythme est chaotique. D'où un manque de synchronisation. Le cœur inhibe le fonctionnement du cerveau, ce qui explique par exemple que l'on regrette des actes, des paroles. Se mettre en pause, respirer 1 à 2 fois, avec un rythme cardiaque cohérent, contempler un beau paysage ou ressentir par exemple de la gratitude, cela permet d'entrer naturellement en cohérence cardiaque et cela favorise la synchronisation cœur-cerveau. Concernant les effets à moyen terme, ça va être les effets que l'on va pouvoir ressentir pendant quelques heures après la séance. Cela dure uniquement quelques heures, d'où l'intérêt et l'explication de faire plusieurs petites séances par jour. La baisse de la pression artérielle que l'on a constatée tout à l'heure peut se poursuivre. Le niveau de concentration de l'hormone du stress, le fameux cortisol, va diminuer jusqu'à 20 à 25% avec une pratique régulière. Et cette baisse va se faire au profit de l'augmentation de la DHEA, cette fameuse hormone de jouvence. Certains messagers, que l'on appelle des neurotransmetteurs, vont être modulés.
On assiste par exemple à une augmentation de la production de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine. Ce qui explique d'ailleurs en partie l'efficacité de la cohérence cardiaque sur les troubles anxieux et également sur certains symptômes de la dépression. On assiste aussi à une régulation sur le plan de l'insuline, cette fameuse hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Cela n'est pas négligeable pour réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang. La cohérence cardiaque peut donc être utilisée en complément, bien entendu, des traitements médicamenteux chez les patients atteints de diabète. La cohérence cardiaque, elle renforce également l'immunité avec une augmentation des immunoglobulines A. Les immunoglobulines, ce sont des anticorps qui sont présents majoritairement dans les muqueuses. Ils vont donc jouer localement un rôle crucial dans la protection contre les micro-organismes pathogènes. La pratique de la cohérence cardiaque augmente également la fréquence des ondes alpha cérébrales. Ce sont ces ondes qui sont associées à une augmentation de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, de l'apprentissage. L'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, va aussi augmenter, ce qui va d'ailleurs expliquer les effets sociaux de la cohérence cardiaque. Sur le plan psychologique, ce que je vous disais précédemment, se poursuit à moyen terme, c'est-à-dire cette impression de pouvoir lâcher prise, prendre de la distance par rapport aux situations. Concernant les effets à long terme, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'effet à long terme de la cohérence cardiaque sans une pratique régulière. C'est clair, si on arrête, on n'aura plus d'effet. En pratiquant tous les jours, on peut espérer, en plus des effets que j'ai évoqués tout à l'heure, une diminution du tour de taille par diminution de la graisse abdominale. Une diminution de l'âge biologique du fait de l'augmentation de la DHEA, une amélioration, une augmentation de la qualité du sommeil également, puisque la composante parasympathique arrive à prendre le dessus pendant le sommeil et il n'y a plus de sécrétion de cortisol. La cohérence cardiaque augmente également le seuil de tolérance à la douleur. Sur le plan psychologique, on arrive à améliorer la clarté mentale, mais on assiste aussi à une amélioration des relations interpersonnelles. Toujours à long terme, la cohérence cardiaque permet d'améliorer ses performances. Sur le plan physique, de nombreux athlètes de haut niveau, ainsi que des pilotes de chasse, utilisent maintenant la cohérence cardiaque afin de gérer de façon optimale leurs émotions et leur stress en situation extrême. Augmentation des performances sur le plan physique, mais aussi sur le plan cognitif, intellectuel. Également, la pratique régulière de la cohérence cardiaque va faire que le niveau d'anxiété et de stress perçu par les personnes pratiquantes va baisser. Sur le plan social, du fait de la sécrétion de cette fameuse ocytocine, la cohérence cardiaque, elle incite à favoriser le rapprochement, à développer les valeurs d'empathie, de bienveillance, et tout cela est d'autant plus favorisé avec des pratiques de cohérence cardiaque en mode collectif. En conclusion, la cohérence cardiaque, c'est une technique simple à mettre en place au quotidien et qui n'a aucune contre-indication connue. Quand vous débutez, si vous ressentez le moindre inconfort, comme par exemple un léger vertige, écoutez-vous. Arrêtez et reprenez plus tard. Recommencez en pratiquant pendant 30 secondes, 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, etc. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque selon vos besoins. Bien sûr, comme je vous le disais, l'idéal c'est de le faire plusieurs fois par jour pour récolter les bénéfices en continu et apprivoiser votre stress. D'ailleurs, saviez-vous que pratiquer la cohérence cardiaque peut être bénéfique
pour vous-même, mais aussi pour vos proches et pour vos animaux de compagnie? Et oui, le cœur n'est pas qu'une simple pompe assurant la circulation du sang dans l'organisme. Au-delà de cette fonction mécanique, il émet un champ électromagnétique qui est beaucoup plus puissant que celui émis par le cerveau. Avec les équipements actuels, on mesure ce champ jusqu'à 1 à 1,5 mètres. Alors que pour le cerveau, eh bien, ce champ ne dépasse pas quelques centimètres. Le champ magnétique du cœur véhicule des informations émotionnelles et donc plus on est en état de cohérence cardiaque, plus le champ magnétique est cohérent. Et cela a une incidence sur nos proches humains ou animaux. D'où l'intérêt de la cohérence cardiaque pratiquée collectivement ou avec ses animaux de compagnie, chat, chien, cheval. Et oui, la cohérence cardiaque est même utilisée en médiation animale. Nous le percevons, nos animaux sont des éponges émotionnelles. Des études ont d'ailleurs montré que le cerveau du chien réagit à la voix de la même façon que le cerveau humain. En effet, ces études ont montré que les sons chargés d'émotions, comme les pleurs ou les rires, ont suscité des réponses semblables chez les chiens et chez les humains. Ce qui explique peut-être pourquoi les chiens sont sensibles aux émotions humaines. Ainsi, on peut concevoir qu'il existe un lien entre le bien-être du propriétaire et celui de son animal de compagnie. Pour faire bénéficier votre animal de compagnie de votre pratique de cohérence cardiaque, je vous propose de vous installer à côté de votre animal et tout d'abord de vous concentrer sur sa respiration. Est-elle calme ou rapide, forte ou faible? Vous pouvez aussi peut-être percevoir les battements de son cœur. Posez une main sur votre animal au niveau du garrot si possible. Puis, faites votre pratique de cohérence cardiaque, par exemple quelques minutes de respiration synchronisée. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ce dossier vous a plu. Alors, prête et prêt à tester? Eh bien, je vous invite maintenant à consulter le bonus afin de passer à la pratique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h30 pour un webinar questions-réponses. À très vite!